Bonjour madame. Je suis le directeur. C'est quel directeur? Monsieur Beck. Ah, Paul. Paul Beck. C'est moi. Tout le monde vous salue bien. Merci bien. Quand même. C'est une très bonne équipe. Ouais. Je suis content de vous voir. On y va? Oui. On va descendre. Octobre 88. Après avoir passé plusieurs mois à l'hôpital, une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale est admise à Rive-Neuve, une maison pour grands malades située à Villeneuve dans le canton de Vaud. Elle décédera quelques semaines après son arrivée dans l'institution. C'est Daniel. Alex. C'est une grande maison. C'est une vraie maison. C'est l'endroit où on se tient le plus souvent, avec une belle terrasse quand il fait beau. Ouverte il y a quelques mois, la Fondation Rive-Neuve s'est donnée pour objectif d'offrir un soutien médical et affectif à des personnes généralement considérées comme incurables par la médecine. La volonté de répondre aux besoins spécifiques de grands malades et de leurs familles est au centre de cette expérience. Dotée d'une quinzaine de lits, la Fondation est destinée à des patients de tous âges, le plus souvent atteints de maladies cancéreuses, et qui, avant d'être admis à Rive-Neuve, vivaient souvent depuis plusieurs années entre l'hôpital et leur domicile. C'est un peu moins le curé. Oui, il est vieux. Bien que proche par certains de ses objectifs du centre de soins continus, ouvert il y a quelques années dans le canton de Genève, Rive-Neuve constitue à bien des égards une expérience unique en Suisse et même en Europe continentale. Une expérience inspirée par le mouvement des hospices qui s'est développé au cours des 2 dernières décennies dans les pays anglo-saxons. Un mouvement dont l'objectif est d'offrir confort et dignité à des malades parvenus au terme de leur existence. Pour mieux marquer l'originalité de sa mission, la Fondation Rive-Neuve a choisi de se situer dans un contexte extra-hospitalier et s'est donné pour cadre une ancienne maison familiale. Mais la Fondation est reconnue d'utilité publique et les séjours des malades, dont la durée varie entre quelques jours et plusieurs mois, sont remboursés intégralement par les caisses maladie, comme dans un hôpital public. À quel type de patient s'adresse une maison comme celle-ci ? À des patients pour lesquels généralement la médecine dit il n'y a plus rien à faire et où nous pensons justement qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire au moment où la médecine ne peut plus engager ses armes traditionnelles pour guérir une maladie, où on sait que la situation sur le plan médical est, comme on dit, dépassée et qu'il faut, ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens dont il faut s'occuper, qu'il faut accompagner dans tout ce temps de vie qui leur reste. Et souvent, ce temps est relativement long et pénible. Pénible parce qu'il y a des symptômes très gênants, dont le premier est certainement la douleur. Et les soins palliatifs, c'est avant tout ceci, de traiter les symptômes de la maladie et non plus traiter la maladie elle-même. Daniel et Paul Beck assument la direction de Rive-Neuve avec le docteur Laurent Barlet. Avant de créer cette fondation, Paul Beck a été pendant près de 15 ans infirmier-chef en radiothérapie au CHUV. L'ambition de l'équipe de Rive-Neuve est de rendre supportable, dans toute la mesure du possible, la vie quotidienne de grands malades. Aussi a-t-elle placé au centre de son projet la chaleur humaine et la convivialité. On a toujours l'impression à Rive-Neuve que c'est dimanche, d'abord parce que il n'y a pas d'horaire très strict, les malades se réveillent quand ils ont fini de dormir, ils prennent leur petit déjeuner comme bon leur semble, soit à la salle à manger ou dans leur chambre. C'est une vie
très communautaire, mais qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas téléphoné. Enfin, les gens qui veulent être seuls, qui sont encore trop mal pour pouvoir partager, pour pouvoir avoir du plaisir à être ensemble, ils peuvent être dans leur chambre, ils peuvent rester tranquilles. Chacun organise sa journée en fonction de ses désirs et de ses envies, et c'est l'équipe en fait qui suit le bon plaisir des malades plutôt que le contraire. Depuis que j'étais là-bas, justement, ça m'a enlevé cette angoisse, l'angoisse de dire qu'est-ce que je vais devenir si ça va moins bien. Je me dis, si vraiment je viens, que j'ai plus de douleur, que je peux plus supporter, c'est un soulagement de dire, quelqu'un m'accueillera. Et si vous deviez aller à l'hôpital, par exemple, plutôt qu'à Rive-Neuve, comment est-ce que vous le ressentiriez? L'hôpital, je pense... Oui, si c'est pour un traitement, que c'est vraiment nécessaire, qu'il faut y aller, ou pour un contrôle, pour faire des... Là, j'ai été plusieurs fois, j'irai de nouveau. Mais pas pour... si on ne peut plus rien faire. Vous voyez, aller à l'hôpital pour qu'on puisse plus rien faire. Alors, je préfère être à Villeneuve, et puis... là, je sais, il vous soulage, Et puis, tout en étant entouré, tout en étant, autrement qu'à l'hôpital. L'hôpital, c'est moins rigolo. c'est plus angoissant encore. La plupart de ces patients qui voient arriver la fin de leur vie ont traversé des périodes extrêmement douloureuses dans les hôpitaux. Et pour eux, le terme d'hôpital est synonyme de traitement, de souffrance. Et l'idée de devoir mourir à l'hôpital, c'est quelque chose d'inimaginable. Et quand les difficultés de vivre sa fin de vie à la maison se présentent, l'alternative devient nécessaire, et je pense que nous offrons une alternative. Une autre originalité fondamentale de la Fondation Rive-Neuve est de chercher à intégrer les familles. Pour favoriser cette participation, les visites sont permises à toute heure du jour et de la nuit. Les familles peuvent aussi dormir dans la chambre des malades et prendre leur repas sur place. Tout est conçu pour que le malade et ses proches puissent vivre dans une ambiance communautaire. Les familles comprennent très vite que cet espace est aussi le leur, qui sont non seulement bienvenus, mais que la maison leur est ouverte, les armoires, la cuisine. Ils connaissent très vite tous les espaces où se trouve la vaisselle. Et très vite, d'eux-mêmes, ils prennent en charge des tâches comme de porter des plateaux ou d'aider à mettre la table. Et ils se sentent très vite à la maison avec nous, c'est vrai. Pour nous, l'idée, elle était très africaine, l'idée d'une maison qui offre des structures, qui offrent des murs, qui offrent une sécurité, mais à l'intérieur de laquelle les patients et leurs familles se sentiraient aussi bien chez eux que nous chez nous, que cet espace il devrait devenir agréable pour chacun, que ça ne devrait pas redevenir un espace professionnel où il y aurait de nouveau d'un côté des malades avec des horaires de visite et puis des professionnels de la santé, spécialistes en thanatologie. Dans un milieu hospitalier, ce temps-là qu'on emploie à être assis avec une personne en fin de vie, à l'écouter comme on le vit à Rive-Neuve, serait très mal perçu dans le milieu hospitalier, je pense. On aurait l'impression de mal faire notre job, je crois. Je crois que ce serait perçu comme ça dans le milieu hospitalier. Alors qu'ici, c'est essentiel. Alors qu'ici, c'est essentiel, ouais, d'être à l'écoute du patient, simplement d'être là pour lui, de ventiler ses émotions, qu'il sache qu'on est là, qu'on a notre temps qui est fait pour lui, pour son accompagnement. C'est ce qui fait toute la différence. C'est cette qualité d'écoute,
qu'on peut pas demander un service hospitalier parce qu'ils n'ont pas le temps. Vraiment, pourtant, moi, Dieu sait que j'étais bien soignée au CHUV. J'ai vraiment, s'il y a des services remarquables, mais bon, on sent bien qu'ils ont un horaire minuté. Ils peuvent pas s'occuper de vous. Ils peuvent pas prendre une demi-heure ou une heure comme j'ai eu à Villeneuve pour faire de la relaxation ou pour parler, pour dire mais je vais où, j'ai peur, qu'est-ce que je vais devenir, enfin bon, c'est au CHUV. Et c'est ça dont on a besoin, justement. Bien sûr, bien sûr. Au départ, elle n'a su qu'une demi-vérité. Et après, on avait l'impression qu'elle-même savait ce qu'elle vivait, mais on n'en était pas sûr. Elle ne savait pas exactement ce que nous savions. Et c'est ce qui rendait la communication difficile, c'est ce manque de clarté. Je crois que nous n'étions pas en mesure, nous-mêmes, de lui dire vraiment la vérité comme elle était. Vous l'avez regretté de ne pas pouvoir parler franchement? Oui, il aurait fallu une aide à ce moment-là. Savoir comment aborder des gens malades en fin de vie. Je pense qu'ils sont en train de faire, on va pas le dire. La difficulté d'un dialogue authentique et d'une réelle transparence ne concerne pas seulement le malade et sa famille. Ainsi, l'équipe soignante de Rive-Neuve est confrontée de manière permanente au difficile problème de savoir quelle vérité des malades sont prêts à accepter. Ben oui, j'espère bien. C'est une confrontation de tous les jours et de toutes les heures. Et la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est différente pour chaque malade, elle est différente pour chaque infirmière ou chaque soignante. Et elle est différente à chaque moment de la journée aussi. À certains moments, un malade peut être tout à fait clair et serein face à son diagnostic, à son échéance proche. Et à d'autres, il peut se sentir plus bouleversé, révolté, en colère, paniqué, triste. Ce qui fait que dans une même journée, on peut trouver un malade dans des états très différents émotionnellement. Et ça, c'est une chose qui est relativement difficile à gérer. Je crois que maintenant, dans la population, cette maison relativement connue, tout le monde sait bien que Rive-Neuve n'est pas une simple maison de convalescence. Donc, il y a déjà une partie de la vérité qui est révélée par le fait qu'on demande à un patient s'il veut venir à Rive-Neuve, n'est-ce pas? Mais on se rend vite compte qu'il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas envie de parler de ça, qui jouent effectivement encore un peu un double jeu. Ils savent certainement quelque part où ils en sont, mais ils n'aiment pas qu'on le rappelle trop souvent. Donc, pour ces patients, nous les respectons. Je crois que le principal de cet accompagnement, c'est d'être à l'écoute de ces patients et d'essayer de savoir ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce que nous essayons effectivement, la transparence, donc ne jamais mentir, ne jamais raconter des choses qui ne correspondent à la réalité, mais aller au-delà de ce que les patients veulent savoir. Nous restons prudents. Et lorsque vous êtes confronté à des patients qui ne veulent pas voir la vérité de leur diagnostic et de leur fin prochaine, qu'est-ce que vous pouvez faire pour entrer en dialogue avec eux? Il faut utiliser le temps qui est à disposition. C'est une notion qui est extensible ici parce qu'on n'est pas limité par des tranches horaires, comme de mon poste précédent. À l'hôpital. À l'hôpital, où on savait qu'à 9h15, la visite médicale commençait, donc il fallait avoir fini un certain nombre de tâches avant. Et dès que c'était terminé, ce moment de visite médicale, il fallait faire un certain nombre de tâches qui étaient réservées au moment d'après. Donc le dialogue, là-dedans, il était vraiment laissé au hasard. Et ici, vous l'avez? Ici, on l'a parce qu'on peut, voyant que qu'un patient, une patiente craque, on peut parfaitement aller demander à une collègue d'assurer la relève auprès des autres patients dont on a la charge pour aller jusqu'au bout de ce qui se dessine là. Au moment où c'est possible? Au moment où c'est possible. C'est sûr, parce que c'est difficile d'exprimer des émotions par rapport à sa maladie, par rapport à...
enfin tout le contexte, hein, et quand ça commence à sortir, c'est important que ça se fasse. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu parler plus librement avec elle de certaines choses depuis que vous êtes ici? Tout à fait. Il y a le problème de la maladie et de la mort qui, depuis qu'on est ici, les discussions ont été beaucoup plus claires. Avant, pour moi, c'était un sujet tabou. Je parlais de cancer et puis je m'arrêtais là. Alors que maintenant, depuis qu'on est ici et qu'on a pu un petit peu discuter avec le personnel, les malades, j'ai l'impression de parler beaucoup plus librement. Oui. Avant, il y avait une sorte de blocage? Avant, tout à fait. Pour moi, c'était quelque chose que je n'acceptais pas, je refusais complètement ce qui était tabou. Et alors que maintenant, on vit ces jours avec la mort, en fait. Et je crois que j'ai l'impression que ça a changé quelque chose pour moi. Ouais. Et c'est important de pouvoir en parler, justement? Tout à fait, oui. Ça fait beaucoup de bien déjà de parler avec ma grand-mère, justement, qui en parle très franchement, qui est prête à mourir. Et puis de parler avec le personnel qui est ici, qui eux, justement, nous décoincent, si je peux dire, qui en parle très, très librement, qui nous aide beaucoup. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être ici, ouais, pouvoir discuter. Votre grand-mère va bientôt vivre les derniers moments de sa vie. Est-ce que vous souhaitez être auprès d'elle? Ah oui, tout à fait. Nous l'avons accompagnée pendant les 2 ans de sa maladie et je ne pourrais pas supporter de ne pas être là dans ces derniers instants. Le personnel nous a proposé de dormir ici, de manger ici. Bon, je ne pense pas que nous allons dormir, mais rester là jusqu'au bout, oui, ça c'est sûr. Et je m'en voudrais de ne pas être là dans les derniers moments. Mais est-ce que vous auriez appréhendé ce moment de manière aussi simple avant de venir ici? Non, pas du tout. Avant, je crois que j'aurais été tellement loin d'elle que je ne sais pas si j'aurais réussi à l'accompagner convenablement à la mort. Je ne pense pas, non. Le contact aurait été très froid. Alors que là, il y a beaucoup d'affection, de chaleur, que je n'aurais pas donné où je suis, je pense pas. Là, en fait, on a appris à donner de l'affection à quelqu'un qui meurt. La plupart des soignants que nous sommes, on a tous vécu dans les hôpitaux des patients qui sont décédés dans l'abandon et l'indifférence générale, et ça nous est tous resté sur le cœur. Je crois que la plupart des gens dans notre équipe ici présentes, ils sont là un petit peu aussi pour se racheter, pour se dire on peut faire et vivre ça autrement et avec une disponibilité, un minimum d'attention, faire que ça se passe mieux, et ça c'est une gratification en soi. Je crois que comme soignants, on a tous quand même, en dehors de l'idée de la guérison, le savoir et le sentiment que c'est pas possible pour tout le monde, et que la notion de l'agonie et de la mort, ça fait partie de notre travail. Mais dans les formations des écoles, ce problème, comme dans les formations médicales, est effectivement complètement escamoté, ou presque. Vous êtes confronté jour après jour à la maladie, à la souffrance, à l'angoisse, à la mort. Est-ce que ce n'est pas très dur à porter parfois? Oh oui, c'est dur. Comment est-ce que vous arrivez à faire face? Bon, notre équipe en tant que telle offre un soutien à chacun de ses membres. J'ai déjà reçu beaucoup d'aide de la part de pas mal de personnes. Contrairement à un milieu hospitalier, c'est facile ici de prendre un moment pour ventiler. C'est des choses qu'on s'est répétées dès le départ, qu'il ne fallait pas garder ces choses-là sur le cœur, qu'il fallait pouvoir les sortir au fur et à mesure.
Et ça aussi, c'est un apprentissage. Hein. J'ai mis plusieurs mois avant d'arriver à ventiler ces choses-là. Sur le moment, on se croit toujours plus fort que ce qu'on est. Est-ce que vous pouvez vous permettre ici d'exprimer vos émotions? Oui, oui. Ça m'est arrivé bien quelquefois de continuer à travailler en pleurant, d'aller vers les patients en pleurant, mais aussi d'exprimer une certaine colère par rapport à des comportements que je trouvais inacceptables. Enfin, toutes ces émotions que d'habitude on renferme. Hein. On n'a pas le temps pour les laisser venir, on ne se sent pas le droit non plus, on se sent derrière sa blouse blanche. On a un rôle à tenir. Ici, ça dépasse les soins infirmiers. Je dirais que ça devient des soins familiers. À la différence de l'hôpital, où pour des raisons d'autopsie, le corps d'un malade décédé est très vite évacué, à Rive-Neuve, les familles peuvent se recueillir très longuement devant leurs défunts. Un dernier adieu auquel peut également participer l'équipe soignante. Quand un décès survient dans la maison, comment est-ce que vous l'annoncez aux autres malades? Il y a une petite bougie qu'on allume toujours à l'entrée dans le hall. Ce qui fait que les malades savent que quand une petite bougie brûle, quelqu'un est mort dans la maison, ils nous posent la question. Soit ils savent déjà parce qu'ils ont entendu ou vu la famille arriver, nous ont entendu en parler, on dit quand quelqu'un va plus mal ou quand il se passe quelque chose. Soit ils découvrent la petite bougie et on leur pose la question et on répond. Alors maintenant, je vais voir ce que j'ai fait ici et puis je resterai peut-être 15 jours ou bien un mois à la maison. Et puis si je vois que ça ne va pas, je pars en vacances. Tout reste à faire pour les malades lorsqu'il n'y a plus rien à faire dans une perspective de guérison. C'est ce principe fondamental que l'équipe de Rive-Neuve tente de mettre en pratique dans l'espoir de servir d'exemple et de modèle, avec la volonté de montrer que la fin de vie peut être envisagée dans la dignité et non dans un sentiment d'échec et d'amertume. Pas maintenant, c'est trop triste. C'est jamais triste. Venise. C'est ça. Oh, j'allais là-bas, rien. Ça a bougé un petit peu. L'expérience de Rive-Neuve témoigne de la redécouverte des soins palliatifs tournés vers le bien-être physique et moral de malades considérés comme incurables. Ça commence de bouger. Elle a pour ambition de faire découvrir aussi une sagesse fondamentale, l'art de mourir. Un changement de priorité radical si l'on songe à certains excès de la médecine triomphante des années 60, pour laquelle la mort était devenue synonyme d'échec et de scandale.